proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin. La République, c'est moi! Et je ne me laisserai jamais entraîner par un opportuniste dans cette voie-là. Allez, rangez vos mines boudeuses, rangez vos discours de rageux. Restons polis, le podcast qui explique calmement la politique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Restons Polis, le podcast qui explique la politique calmement. Comme à chaque fois, on va tenter d'expliquer comment fonctionnent un peu les institutions de notre pays, loin de la petite phrase qu'on aura oubliée demain. Si vous découvrez ce podcast, eh bien déjà félicitations, vous avez plus de 70 épisodes à rattraper. Normalement, ils n'ont pas trop vieilli. Par contre, pour les habitués, ça doit faire un peu bizarre car ça fait presque 3 ans, jour pour jour, qu'on a arrêté ce podcast. En 3 ans, beaucoup de choses ont changé pour nous, mais dans la politique, pas trop, jusqu'à ce dimanche 9 juin 2024, jour d'élection européenne, qui a vu en fait la liste Rassemblement National menée par Jordan Bardella atteindre les 31% des voix exprimées, soit 7,7 millions de voix qui ont voté pour ce parti d'extrême droite contre 3,6 pour la majorité présidentielle qui était représentée par Valérie Ayé, ça représente 14%. Donc un score qui est assez important et qui rebat tellement les cartes que le soir même de ce dimanche 9 juin 2024, Emmanuel Macron, le président, choisit de dissoudre l'Assemblée nationale. Et en fait, alors ça, on va le voir, c'est quelque chose qui a déjà existé, mais c'est pas banal. Et en fait, l'événement nous semblait tellement important qu'on a préféré sortir de notre retraite pour cette occasion. Comme toujours, vous l'aurez compris, je suis en compagnie de mon camarade Nemo. Salut Nemo. Salut Adrien. J'aurais aimé te retrouver dans de meilleures circonstances, mais on ne choisit pas. Effectivement, on ne choisit pas. Alors, avant d'expliquer vraiment pourquoi c'est important ce qui se passe et pourquoi on enregistre cette émission, est-ce que tu peux déjà nous expliquer c'est quoi la dissolution de l'Assemblée nationale? Oui, c'est important de rappeler ce que c'est que la dissolution de l'Assemblée nationale, parce que mine de rien, c'était pas arrivé depuis 97, donc ça fait presque 30, enfin ça fait presque 30 ans. Et la dissolution de l'Assemblée nationale, c'est un pouvoir qui est donné dans la Ve République au président de la République, qui lui permet tout simplement de mettre fin à l'activité de l'Assemblée nationale, mais c'est pas simplement mettre fin à l'activité de l'Assemblée nationale, c'est littéralement virer l'intégralité des députés qui ont été élus et convoquer de nouvelles élections dans un délai de 20 à 40 jours qui en suit. C'est l'article 12 de notre Constitution, et le président de la République n'a pas à se justifier de ce choix, il a juste à consulter le Premier ministre, les présidents des deux assemblées, et c'est à peu près tout, autrement dire qu'il a les mains libres, et c'est l'arme qui est conçue dans la main du président de la République pour répondre à une autre arme que vous connaissez sûrement, qui est la motion de censure. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale peut censurer le gouvernement et donc le contraindre à la démission, mais en contrepartie, le président, qui lui est immunisé en quelque sorte, peut dissoudre cette Assemblée nationale, et c'est-à-dire licencier l'intégralité des députés qui ont été élus et convoquer donc de nouvelles élections qui ont lieu le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet 2024 pour le second tour. Alors comme tu l'as précisé, c'est quelque chose qui a déjà existé dans l'histoire. À titre d'exemple, Charles de Gaulle a dissous 2 fois l'Assemblée nationale. Une première fois, je crois que c'était en 61, justement parce qu'il venait d'avoir une motion de censure, et une autre fois en 68, si je dis pas de bêtises, oui. À cause des événements de mai 68 que l'on connaît. François Mitterrand a aussi fait une dissolution de l'Assemblée nationale, lui pour une raison un petit peu particulière, c'est que en fait l'agenda, plutôt les mandats présidentiels et des députés ne concordaient pas, donc il se retrouvait en fait élu président mais avec une Assemblée nationale qui était de droite, donc du coup il a préféré dissoudre l'Assemblée en 81 et il a fait de même 7 ans plus tard
En 88. Oui, En 88. en Ouais. 88. En fait, Mitterrand a fait ce qu'on pourrait appeler des dissolutions techniques, c'est-à-dire qu'il arrive au pouvoir, l'Assemblée nationale n'est pas de son bord politique, du coup il ne peut pas gouverner, alors qu'il vient d'être élu au scrutin direct, quoi. Donc en fait, il dissout pour redonner la parole à l'électorat qu'il a porté à la présidence, pour obtenir une Assemblée nationale qui soit conforme à ce jugement. Charles de Gaulle, c'est un peu différent. En 61, effectivement, c'est en réponse à une motion de censure. L'Assemblée nationale dit à son gouvernement partez, et de Gaulle dit ok, si c'est comme ça, je relance de nouvelles élections. Et en 68, c'est dû aux événements de mai 68 qui ont bouleversé qui ont changé grandement le paysage français. À noter que De Gaulle a réussi, et Mitterrand également, en quelque sorte, ont réussi leurs deux dissolutions, puisque De Gaulle en 61 comme en 69, si je dis pas de bêtises, obtient une majorité à l'Assemblée nationale. Mitterrand y arrive en 81, alors qu'en revanche, en 88, il obtient une majorité relative, qui était quand même assez confortable, mais quand même une majorité relative. Il reste une dissolution qui est réussi rester celle, c'est en 1997, c'est Jacques Chirac, qui est une première dissolution, non pas tant parce qu'il n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale, mais parce que les députés de droite, qui étaient à l'époque majoritaires à l'Assemblée nationale, n'étaient pas du même courant politique que lui, et il fait en quelque sorte un pari que s'il dissout l'Assemblée nationale, il pourra reprendre la main. En réalité, il y avait d'autres critères un peu plus politiques, c'est-à-dire que comme s'annonçaient des décisions budgétaires très difficiles à vendre, il préférait dissoudre l'Assemblée avant pour espérer avoir les coups des franches. Pas de bol pour lui, c'est la gauche via Lionel Jospin qui arrive au pouvoir à ce moment-là, puisque la gauche remporte les élections législatives de 1997. Voilà pour l'historique et voilà ce que c'est une dissolution de l'Assemblée nationale. Maintenant, pour évoquer un petit peu le contexte actuel, Emmanuel Macron, avec sa réélection en 2022, avait une majorité relative, ce qui compliquait la tâche, mais au fond, en fait, pas tant. C'est ça qui est assez incompréhensible, parce que, mine de rien, les projets avançaient. En fait, ce qui complique la tâche d'Emmanuel Macron et de ses gouvernements, c'est qu'ils ont refusé de faire des alliances. C'est-à-dire que lorsque c'était Michel Rocard qui se retrouvait face à une assemblée où il était en majorité relative, effectivement, c'était compliqué parce que en face, il avait une droite qui de toute façon ne se serait jamais alliée à lui, mais surtout, il avait des communistes qui n'étaient pas très chauds non plus pour rejoindre les socialistes. Là, Emmanuel Macron, il aurait pu tenter de faire quelque chose. Alors effectivement, il peut gouverner comme il l'a fait pendant 2 ans parce que la Constitution de la Ve République accorde énormément de pouvoir à l'exécutif, c'est-à-dire le gouvernement, contre le législatif. La Constitution est faite justement pour mettre au pas l'Assemblée nationale, à savoir que le gouvernement reste, tant qu'il n'y a pas de motion de censure d'adopter, mais pour adopter une motion de censure, il faut avoir une majorité en faveur de la censure, et le parti Les Républicains n'a jamais voulu censurer le gouvernement, ce qui fait que le gouvernement a pu continuer à faire des choses, à faire passer des lois, il faut le dire, dans la plupart qui étaient soit relativement consensuel, soit qui avait une majorité avec l'extrême droite et le reste de la droite. Voilà, c'est comme ça qu'il a pu gouverner. Mais là, cette dissolution qu'il a prononcée, j'avoue, elle reste encore aujourd'hui un mystère du pourquoi, du comment. Il y a eu beaucoup d'articles qui ont été écrits, certains même se contredisent entre eux. Certains disent même, on l'a appris aujourd'hui ou hier, qu'en fait, il aurait informé Pascal Praud avant le Premier ministre, c'est-à-dire un journaliste de CNews, avant le Premier ministre. Vraiment, cette dissolution est très particulière dans l'histoire politique française, d'autant plus que c'est la première dissolution où on le fait alors que l'extrême droite vient de remporter une victoire électorale. J'allais venir, c'est-à-dire que moi, quand ma compagne m'a dit « Tiens, ça parle de dissolution sur Internet », ma première réaction, c'était « Non, c'est pas possible. Il a tout à perdre avec une dissolution. » Et en fait, en quoi c'est différent cette fois, c'est que le Rassemblement national, donc parti d'extrême droite, peut passer. C'est ça, en fait, peut-être qui en fait quelque chose d'historique, au-delà de... Bon, déjà, une dissolution, certes, c'est pas tous les jours, mais c'est peut-être ça qui fait que toi et moi, on s'est dit, non, en fait, là, il faut qu'on se réveille. Oui, parce qu'en fait, l'extrême droite, c'est pas n'importe qui, en fait, faut le rappeler. Le Front National, aujourd'hui c'est le Rassemblement National, avant c'était le Front National, c'est un parti qui a été fondé par des anciens nazis, c'est un parti qui prône des valeurs qui sont communes à plusieurs partis fascistes à travers le monde, que ce soit l'Union Européenne, les États-Unis ou même d'autres endroits. Contrairement à ce qui peut être dit souvent, non seulement le Rassemblement National reste un parti d'extrême droite, ce n'est pas un parti comme les autres,
Et surtout, c'est un parti qui, lorsqu'il a le pouvoir, on l'a vu alors au niveau national dans les années 40 avec tout le pouvoir pétainiste, mais également avec dans les villes qu'il administre, on voit que la pratique du pouvoir de l'extrême droite n'est pas la pratique du pouvoir des autres partis de gouvernement, en tout cas qui ont gouverné la France. Et je parle même pas de l'extrême gauche de Philippe Poutou ou de LO, de FO, pardon, de Force ouvrière, non, de lutte ouvrière, pardon, excusez-moi, faut pas que je confonde les deux. Je sais jamais si c'est... Ouais, de lutte ouvrière, en tout cas, ou des partis d'extrême gauche qui sont aujourd'hui hyper marginaux en France. Voilà. Ce sont des choses très particulières. Aujourd'hui, il y a une volonté très forte de la gauche de gagner, non pas parce que la gauche veut tant le pouvoir que ça depuis le temps, mais c'est parce qu'en fait, elle voit le danger réel qu'il y a à l'instauration d'un gouvernement d'extrême droite avec une majorité à l'Assemblée nationale. Revenons un petit peu sur le contexte aussi pour les gens qui nous écouteraient des années plus tard, peut-être sous le règne de Jordan 25 ou que sais-je. Il faut aussi dire qu'on est dans une phase où on a eu les gilets jaunes, on a eu le Covid, on a eu un certain nombre de 49.3 de passages en force répétés. Après, on peut aussi... Il y a quelque part une nécessité démocratique. Les élections européennes ont été considérées comme un scrutin de mi-mandat à portée nationale, et c'est peut-être là aussi le tournant historique. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les élections européennes, c'était les élections européennes, et au pire, on changeait de ministre si on se prenait une tollée. Là, Jordan Bardella a appelé à une solution, de toute façon. Oui, quand Hollande a perdu les élections européennes durant son mandat, il a changé 2 secrétaires d'État. Et pourtant, il a fini 3e. Voilà, c'est vous dire à quel point là, on est passé du tout au tout. Mais en fait, le truc, c'est qu'avec cette dissolution, c'est effectivement, on redonne la parole effectivement aux électeurs. Le problème, pour moi en tout cas, c'est pas tant un problème, mais c'est plus un constat, c'est qu'en fait, on speedrun le calendrier. Je vais reprendre un truc de Ruffin, il disait, on pensait avoir 3 ans pour démêler tout ça, et au final, on a 3 semaines. Et on se retrouve avec une dissolution qui est quand même une arme à la faveur du président de la République. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, qu'il y a une incompréhension sur pourquoi il l'a activé alors qu'il a tout à y perdre. C'est que, en activant la dissolution, c'est lui qui gère le timing. Et donc c'est lui qui dit qu'il y a une longueur d'avance, qui dit qu'il aurait pu très bien se préparer des semaines et des semaines à l'avance et compter sur la fatigue de ses opposants, parce qu'il faut voir dans quel état psychologique sont la plupart des chefs de parti, la plupart des militants et la plupart des candidats. C'est extrêmement violent ce qui est en train d'arriver. Ce qui pose d'ailleurs une question de sincérité de scrutin, parce qu'avec un scrutin aussi rapide, c'est impossible d'avoir un exercice démocratique vraiment complètement satisfaisant, et en tout cas qui donne ses chances à tout le monde. Donc voilà, la nécessité démocratique, elle existe, c'est probablement le meilleur argument qu'il y a en la faveur d'Emmanuel Macron pour cette dissolution, mais on le voit avec la fatigue, avec la rapidité à laquelle ça se passe, toutes les limites sont franchies très rapidement, parce qu'il faut réagir très rapidement. Alors ça peut pas être, c'est des limites positives comme des limites négatives, mais voilà, on est sur la nécessité démocratique. Ok, mais est-ce qu'elle nécessitait vraiment que ça se passe aussi rapidement et dans une telle précipitation à quelques semaines des JO, à quelques semaines des vacances pour de nombreuses personnes, ou en tout cas dans une période qui est plutôt une période de repos normalement? La question mérite d'être posée. Pour donner un ordre d'idée en termes de rapidité, c'est-à-dire que donc, entre les élections européennes et les élections législatives, il y a 3 semaines, là, les différents camps ont eu 1 semaine pour se constituer. À l'heure où je parle, il est 21h, on est le 16 juin. Je crois que ça y est, les listes sont déposées. Ok, c'est fini. C'est fini. Depuis 3 heures, là, depuis 18h ce soir, les listes sont déposées. Mais c'est tellement une précipitation qu'on ne connaîtra et que les candidats ont encore 2 jours pour déposer leur profession de foi et on ne les connaîtra que mercredi. Donc voilà, pour vous dire... pour une élection qui a lieu dans 15 jours. Imaginez les équipes de campagne qui sortent déjà rincées des élections européennes et qui doivent repartir au charbon. Enfin, effectivement, c'est assez fou. On parlait du contexte. Donc, on a évoqué le Rassemblement national. On a aussi évoqué très rapidement une gauche qui était ultra divisée. Il faut se rappeler de la violence des échanges lors de ces élections européennes, et une droite qui se cherchait et
là, avec la semaine assez ubuesque qu'on vient de traverser, se cherche encore plus. C'est peut-être ça aussi qui fait que c'est différent cette fois. Ah oui, bah là on est, je veux dire, on a tout le cirque Pinder au niveau de la. Enfin, je parle de la droite en premier, mais la droite, on en était à savoir qui avait le double des clés pour rentrer au siège des Républicains. Mais plus sérieusement, c'est pas très drôle en soi. C'est-à-dire que la droite se retrouve bloquée, c'est-à-dire que les LR étaient un groupe d'appoint dans l'Assemblée nationale sortante. C'était un groupe d'appoint, c'était une 60aine de députés, et ils servaient plus ou moins à construire ou à détruire des majorités. Là, ils se retrouvent à devoir faire campagne et les législatives, c'est pas le même mode de scrutin que les européennes. Déjà, c'est 577 circonscriptions. C'est-à-dire que vous devez faire campagne dans votre circonscription et c'est pas une élection à un tour, c'est une élection à 2 tours. C'est-à-dire que vous devez, pour aller au second tour, soit être dans les 2 premiers, soit avoir 12,5% des inscrits. C'est-à-dire que s'il y a 50% de participation, vous devez avoir 25% des suffrages. Et c'est énorme. Hein. Et ensuite, une fois que vous arrivez au second tour, c'est la personne au second tour qui a le plus de voix qui l'emporte. Peu importe qu'elle en ait 40, 60, 80%, elle l'emporte. C'est la personne devant. Donc ce système de scrutin, il a un mode de fonctionnement qui est en réalité d'éliminer le 3e, 4e au premier tour et d'éliminer le second au 2e tour. Ça veut dire qu'il privilégie les rassemblements. C'est-à-dire que si, par exemple, la gauche partait divisée comme elle est partie aux européennes, elle n'aurait passé aucun premier tour et donc elle n'aurait eu aucun député. C'est-à-dire que si vous vous divisez en 3 listes dans toutes les circonscriptions, vous pouvez être ultra majoritaire, vous ne serez jamais assez nombreux pour passer au second tour et donc avoir des députés élus. On est vraiment très loin d'une proportionnelle. Ce qui fait qu'on a une représentation proportionnelle actuellement, c'est parce que les dés sont tombés un peu comme ça en 2022. Là, en 2024, on n'en a aucune idée de ce qui va se passer. Et il y a beaucoup de scénarios possibles, mais là, actuellement, la droite se cherche, j'en reviens à ça, parce qu'elle ne sait pas comment s'organiser. La gauche, qui avait déjà fait l'exercice en 2022, a eu une poussée de panique et surtout une crise identitaire profonde. C'est-à-dire, si l'extrême droite passe, la gauche sait qu'elle disparaît. Donc, elle se rassemble parce que quand la gauche ne sait pas quoi faire, elle se rassemble. C'est un réflexe. C'est comme ça. Quand la gauche ne sait pas quoi faire, elle se rassemble. Parce qu'elle fait l'union, parce qu'elle sait qu'elle n'a pas le choix. Et le RN est une force suffisamment puissante pour y aller toute seule. Donc voilà un peu l'état des forces. Voilà un petit peu les 3 blocs. Le problème, c'est comme je vous le disais, le mode de scrutin n'est pas fait pour 3 blocs, il est fait pour 2. Donc, au soir du 30 juin, on pourrait avoir des grosses surprises, on pourrait avoir, que ce soit le bloc de gauche, le bloc extrême droite, le bloc central, en fonction des rapports de force, avoir un bloc qui se retrouve complètement minoré sur les seconds tours et donc totalement ignoré dans l'Assemblée nationale qui sortira de ces urnes et duquel je précise, parce que comme Emmanuel Macron a utilisé la dissolution, l'article 12 de la Constitution prévoit aussi que cette Assemblée est inamovible pendant 1 an. C'est-à-dire que peu importe ce qui sort des élections là dans quelques jours, cette Assemblée nationale sera présente au moins jusqu'en juillet 2025. Même si Emmanuel Macron démissionnait et qu'on élisait un nouveau président ou une nouvelle présidente, cette personne serait bloquée avec cette Assemblée au moins jusqu'en 2025. Et pour préciser, quand tu parles de la droite, il faut aussi... faut expliquer aux personnes qui nous écoutent dans plusieurs années ce qui s'est passé cette semaine. C'est-à-dire qu'on a le président donc, des Républicains, donc parti de droite, qui a acté une alliance avec le Rassemblement national, donc parti d'extrême droite, sans prévenir ses collègues, quasiment, à peu de choses près. Sans négocier d'accord. Sans négocier d'accord. C'est unique, c'est unique. C'est incroyable. Donc la gauche qui était ultra divisée en 48 heures a fait un accord qu'elle n'avait pas réussi à faire depuis 2 ans. Enfin, voilà. Je ne sais pas où est-ce qu'on est d'ailleurs. Bref, pour en revenir, pour terminer cet épisode, on aura peut-être l'occasion de creuser plus tard, on ne sait pas. Voyons un petit peu les scénarios possibles. On peut en noter 3. Le premier, donc le Rassemblement national l'emporte. Qu'est-ce qui se passerait ? Ça dépend s'ils ont une majorité absolue ou pas. Parce que pour moi, le premier scénario, c'est l'un des blocs qui a une majorité absolue. Aujourd'hui, selon les sondages, celui qui a le plus de chances de l'obtenir, c'est l'extrême droite. C'est le Rassemblement national. Si le Rassemblement national l'emporte et qu'ils ont au moins 289 députés, que ce soit eux seuls ou avec une alliance, ils vont gouverner ce pays pendant 1 an.
Et quand je dis ils vont gouverner ce pays, c'est absolument tout le gouvernement. Alors il y aura le Sénat qui sera quand même on va dire un à droite, contre-pouvoir, mais pas d'extrême droite. Voilà, un contre-pouvoir, mais quand même limité. Le président garde la main, si Emmanuel Macron reste en place, il garde la main il reste chef des armées et en quelque sorte une aura sur les questions diplomatiques. Mais reste que cette aura reste purement théorique. Si par exemple il négocie des livraisons d'armes à l'Ukraine et que le ministre des armées d'extrême droite dit non, le président ne peut rien faire. La seule chose sur laquelle il a vraiment la main, c'est le droit de grâce. Il doit assister au Conseil des ministres. Il peut le bouton nucléaire. Voilà, le bouton nucléaire, les pleins pouvoirs. Après, il y a des trucs plus, on va dire, moins catastrophiques, moins cataclysmiques surtout. Il peut renvoyer des lois devant l'Assemblée nationale s'il n'est pas content, il peut les envoyer au Conseil constitutionnel. Mais en réalité, le pouvoir d'Emmanuel Macron, si jamais le RN l'emporte, ou la gauche l'emporte d'ailleurs, eh bien en fait, devient extrêmement limité. Et c'est pas qu'il est intimé au pot de fleurs, mais c'est pas très loin, quoi. En dehors des questions internationales. On passe d'un régime semi-présidentiel à un régime parlementaire, ouais. Une cohabitation, tout simplement. Oui, c'est-à-dire une cohabitation entre le président et le gouvernement. Mais c'est une cohabitation où le gouvernement a sacrément la main. En France, à partir du moment où vous avez la majorité à l'Assemblée nationale, il n'y a quasiment rien qui vous arrête. C'est, à part le Conseil constitutionnel, mais si l'extrême droite arrive au pouvoir, je donne pas cher de la peau du Conseil constitutionnel. Donc on a vu la piste si le RN l'emporte. Là, en tout cas, à l'heure où on enregistre, il y a une liste à gauche qui se définit, qui se fait appeler en tout cas le nouveau Front populaire. C'est un scénario qui te semble crédible et qu'est-ce que ça impliquerait derrière ? Alors, ce que ça impliquerait... Alors, est-ce que c'est crédible ? Oui. Est-ce que c'est probable ? Moins. Parce que c'est l'arythmie électorale qui fait que la gauche est forte dans des bastions. On est ici à Rennes. Rennes est une des rares villes qui a résisté à l'ascension du Front National, enfin du Rassemblement National. Mais le problème, c'est que les législatives se déroulant sur toute la France, c'est des questions territoriales qui font que aujourd'hui, c'est plus difficile pour le Front Populaire, le nouveau Front Populaire, de l'emporter. Qu'est-ce qui se passe s'il l'emporte malgré tout ? Y a deux possibilités. Soit ils ont une majorité absolue, et dans ces cas-là, ils vont devoir négocier entre eux pour savoir comment gouverner. Et donc, ils vont imposer un Premier ministre à Macron. Et ils gouverneront au moins un an jusqu'à une éventuelle dissolution en juillet 2025. Ou, s'ils ne sont pas majoritaires à eux tout seuls, ils vont devoir se retourner vers le centre, c'est-à-dire soit vers des députés de gauche dissidents, soit vers des députés de centre-gauche, soit vers peut-être des macronistes qui auraient été élus pour constituer une majorité. C'est un scénario qui, pour la gauche, est probablement le plus probable. Après, quiconque peut aujourd'hui dire ce qui va se passer dans cette campagne qui se déroule à la vitesse de l'éclair, ment, tout simplement parce qu'on n'en a aucune idée. Ok, ça c'était le deuxième scénario qui est très improbable et qui, en tout cas pour si la gauche passait, le scénario est quand même assez instable. On est sur vraiment du jamais vu, je crois. Et c'est pas le pire scénario. C'est ça qui est fou, c'est que c'est pas le pire scénario et il reste le troisième scénario qui est le blocage. C'est-à-dire, on a un scénario où, pour résumer, on aurait 220 députés à gauche, 220 députés à l'extrême droite, et tout le reste, une centaine, qui serait au milieu, où ce serait extrêmement difficile d'arriver à 290 députés, enfin 289 pour faire une majorité. Et comme l'Assemblée n'est pas bougeable pendant un an, qu'est-ce qui se passe pendant un an ? Terra incognita. Pour le coup. C'est vraiment un des scénarios. Alors le pire scénario reste, de mon point de vue, l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Ça, il n'y a pas photo. On sait tous les conséquences de l'extrême droite quand elle arrive au pouvoir. Déjà, est-ce qu'elle le rend ? C'est une vraie question. Ensuite, c'est tout simplement la mise en danger des personnes de minorité en tout genre. Mise en danger réelle, physique, mentale, tout ce que tu veux. Vraiment, ces gens-là sont en danger si l'extrême droite arrive au pouvoir. Mais voilà, un autre scénario un peu mieux, malgré tout, mais quand même qui est relativement inconnu, c'est qu'est-ce qui se passe si notre Assemblée est en situation de blocage pendant un an. On verrait. On verrait bien. Tu n'évoques pas le scénario de LREM l'emporte. C'est aujourd'hui relativement improbable. C'est même plus improbable qu'une victoire du Front Populaire de la gauche, pour une raison assez simple, c'est comme je disais, le scrutin des législatives est fait pour éliminer les personnes qui sont en troisième position. Or aujourd'hui, la majorité macroniste sortante, enfin majorité relative macroniste sortante, est devenue largement inaudible parce qu'il y a le danger de l'extrême droite et que la gauche
s'est réunie, ce qu'elle n'avait pas prévu de faire aussi vite, et que tout simplement, après 7 ans de mandat d'Emmanuel Macron, ils n'ont pas grand programme sur lequel se baser, et que beaucoup de leurs adversaires vont leur poser cette question qui est toute simple, mais qui est terrible pour eux, c'est est-ce que 7 ans après le début du pouvoir d'Emmanuel Macron, vous vivez mieux ? On peut aussi, et ils n'ont pas de réponse. Rappeler leur rhétorique de si c'est pas nous, c'est un des extrêmes. Des extrêmes. Oui, mais ça ne fonctionne. Ça fonctionne, hein. C'est sur une partie de la population, clairement. Il y a à peu près, je dirais, aller au maximum, un électeur sur 5, sur une vingtaine de pourcents. En tout cas, c'est ce qui est aujourd'hui sondé. Mais malheureusement, au vu du scrutin, comme du mode de scrutin, ça va être très compliqué pour eux. Alors, pas partout, hein. Il y a des circonscriptions où ils vont très bien s'en sortir, notamment dans l'ouest parisien, je pense, ou même dans des circonscriptions en Bretagne, voilà, où ça peut passer, notamment dans le Finistère, ou même en Ille-et-Vilaine, dans certains... Enfin, Ille-et-Vilaine, c'est un peu plus compliqué, mais ça peut s'en sortir. Le problème, aujourd'hui, c'est que ce scénario n'est envisagé par personne, et que, tout simplement, ils sont épuisés, eux aussi. C'est-à-dire qu'eux-mêmes ne s'attendaient pas, et surtout, ce sont les sortants. Et ce sont les sortants qui partent d'une seconde place assez humiliante aux européennes, alors qu'ils étaient unis, hein, déjà, ils font 15% unis. Je suis désolé, 15%, même si on monte à 20-22%, en disant voilà qu'ils ramènent des électeurs, qu'ils ramènent des abstentionnistes à eux et qu'ils inquiètent des gens qui du coup ça les ramène vers eux. Enfin, qui s'inquiètent pas des gens physiquement, mais des gens qui s'inquiètent des deux autres blocs. Malheureusement, au vu du contexte de ces élections législatives, ce n'est pas impossible qu'LREM l'emporte, mais c'est largement plus improbable qu'une victoire du bloc de gauche, sachant qu'une victoire du bloc de gauche, ça dépend ce qu'on en dit. Si par exemple, une victoire pour le bloc central de la Macronie comme de la gauche, ça pourrait être tout simplement que l'extrême droite n'ait pas de majorité absolue au lendemain de ces élections. Voilà. Tout dépend de la définition de victoire, mais clairement, la majorité macroniste absolue qu'on a connue de 2017 à 2022, je pense que c'est terminé, et même d'une certaine façon, Emmanuel Macron a probablement provoqué sa propre disparition en prononçant cette dissolution, puisque s'il ne l'emporte pas, et aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de scénarios qui disent qu'il l'emporte, le macronisme en lui-même risque de se terminer là. C'est une fin d'une parenthèse qui aura duré 7 ans. En tout cas, c'est le scénario le plus probable. Ce n'est pas forcément acquis, mais en tout cas, moi, de ce que je regarde, de ce que je vois, c'est mon analyse. L'avenir nous le dira, et pour le coup, cette semaine de folie nous a montré que beaucoup de choses peuvent changer en 24-48 heures. Regarde Mélenchon. Exactement. Regarde Mélenchon. Macron et Mélenchon sont devenus des non-objets quasiment en moins d'une semaine. Mélenchon parce qu'il se situe dans un radicalisme qui ne correspond absolument pas à une campagne législative qui se joue beaucoup plus au centre, pour le coup, en tout cas celle-ci, mais c'est assez classique. Et Macron parce que tout simplement, il a provoqué quelque chose que les gens vont probablement ne pas comprendre, et avec des résultats qui risque encore une fois d'être une défaite sévère pour lui. D'ailleurs, il a parlé en milieu de semaine, et ça n'a eu aucun effet, quasiment comme quand il s'était impliqué dans les campagnes européennes. Ce que je vous propose, je l'ai teasé très légèrement tout à l'heure, on va s'arrêter là en tout cas pour expliquer pourquoi cette législative est différente des autres. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, exceptionnellement. Après, peut-être qu'on reprendra notre retraite, on va voir. À 60 ans, bien sûr. Ou 64 ou 67, on ne sait pas. On se retrouve donc du coup la semaine prochaine. On fera un tour donc des forces en présence, du coup des vraies listes qu'on aura, et donc des programmes. Et bien en attendant, j'avais envie de dire renseignez-vous, informez-vous, réfléchissez. C'est la seule chose que je peux vous conseiller. Et allez voter. Et allez voter surtout. Et si vous ne nous écoutez pas d'ici là, effectivement, allez voter tant qu'on a encore le droit. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut.